et on arrête la course, on pose son popotin, un bon thé ou café à portée de main, et on chill les amis. Coucou les geekounious, bienvenue dans Supplément de Chill. Comme toujours, on va balayer ce que j'ai lu et vu cette semaine, en espérant que ça vous donne des idées. Évidemment, quand je dis balayer, ça veut pas dire que je vais faire le ménage directement sur mes bouquins pendant le podcast, même si certains de mes livres devraient être dépoussiérés. Bon, on va commencer tout de suite avec Noblesse, le manhwa sorti chez K-Books, une filiale de Delcourt, si vous le saviez pas, maintenant c'est fait. Et c'est Jae-Son au scénar et Kwang-Soo Lee au dessin. On va y revenir au dessin. J'ai lu le tome 7, qui était sorti le 3 décembre 2025, et je dois dire que je suis mitigé. Si vous ne connaissez pas Noblesse, c'est un webtoon à la base, 544 chapitres quand même, et c'est l'histoire d'un man. Il a fait une sieste, genre vite fait, 820 ans, et quand il se réveille, le monde a un chouille changé de gueule. Son petit nom, Cadis Etrama dit Rezel. Et Pépère, malgré ça, il est frais comme un gardon, et son serviteur Frankenstein va lui offrir une place dans son lycée pour qu'il puisse apprendre plus sur ce nouveau monde qu'il ne connaît pas. Alors quand je dis offrir une place, c'est pas en tant que prof, mais comme élève. Il a du charisme, il est beau gosse, on l'appelle Ray pour faciliter les choses, et il se fait des potes bien qu'il ne soit pas très éloquent. Mais très vite, des méchants pas beaux vont s'intéresser à lui et à ses pouvoirs. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le titre? Et vous auriez raison de le faire. Je vais donc vous le dire. Ray, c'est un noble. Un noble, mais pas pour n'importe qui. Pour les vampires. Ouh, les dents, ça pique. Mais il incarne surtout ce que ça signifie, à savoir être digne de son pouvoir, qu'on soit immortel, humain ou simple spectateur de ses choix. Bon là, le tome 7, on a rencontré pas mal de monde, les humains sont présents mais moins importants dans l'histoire qu'au début, et on s'intéresse à de nouveaux problèmes, comme deux élèves et proches de l'entourage de Ray, Régis et Serra. Eux aussi sont des vampires de la noblesse, mais ils n'ont pas vraiment idée d'avec qui ils partagent leur foyer, et un membre plus ancien de leur caste va venir foutre un petit peu la pagaille. Franchement, j'aime bien la tournure que ça prend, on sent que, à ce qui va venir, ça sera assez stimulant, enfin je croise les doigts, et le personnage de Frankenstein, il pue la classe, et pareil, j'ai hâte de voir tout son potentiel, qui est pour le moment seulement amorcé. Par contre, je dois dire une chose, je trouve que les dessins sont de pire en pire. Parfois on dirait que c'est flou, mal imprimé ou mal scanné, je sais pas exactement d'où ça vient, mais ça m'a régulièrement sorti de la lecture. Ça va pas m'empêcher de lire la suite, je n'ai pas encore vu de date pour le tome 8, mais je l'attends quand même. J'ai aussi lu un truc français cette semaine, Le Serment, sorti le 2 janvier 2026. Chez Glénat, une BD de Mathieu Gabella et Mathieu Mariol, tous deux au scénar, bien que seul Gabella soit sur la couve, et dessiné par Michael Bourgoin. Déjà, bon point, c'est un one-shot. Et ça, j'adore. Un début, une fin, on n'en parle plus. Pour commencer, je dois dire que c'est un bien bel objet. La couve est ultra convaincante et donne assez bien le ton et le thème. Pour vous la décrire, on y voit une rangée de personnes en combinaison et masque à gaz. Au centre, une seringue, d'où semble provenir une lumière, sur laquelle s'enroule un serpent qui montre les crocs, et enfin, tout en haut, des dents dont les canines sont bien pointues. Le tout dans des tons jaune doré très intrigants. Vous allez croire que je lis que des trucs de vampires à force? Eh bah oui, vous auriez pas complètement tort. Dans Le Serment, on suit Alexandre, un médecin pas comme les autres, qui a des patients pas comme les autres. On n'est pas du tout sur du vampire au début, mais sur des délinquants, ou les vilains. Et un jour, il reçoit un homme, blessé par balle, amené par son grand frère, qui a la carrure d'un Golgoth. Malgré tous les protocoles qu'il met en place pour rester anonyme, un intrus va venir bousculer sa petite entreprise. Ce petit bonhomme se prénomme Zachary, Zach-Isaac, comme j'aime bien l'appeler. Et Zach-Isaac, il se dit chasseur de vampires. Petit problème, il s'est fait visiblement mordre. Il veut qu'Alex l'aide avant que la nuit n'arrive. Difficile à croire pour un médecin rationnel, mais il va vite se rendre compte que quelque chose cloche. Et que ça pourrait avoir un impact sur son métier, voire même sur sa profession tout entière. On est dans une histoire relativement courte, bien foutue, très bien mise en image. C'est le point fort, les dessins et les couleurs. Ça met une ambiance bien froide comme j'aime, et ça colle super bien avec le scénario, qui est bien mené également. Donc je dis oui, c'est très réussi, un bon one-shot solide, maîtrisé, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire.
J'ai aussi replongé dans Witchblade. J'ai une vieille édition à la maison, celle des éditions USA, donc vraiment fin des années 90. J'ai pu lire les tomes 1 à 6. Alors ça peut paraître beaucoup, mais ce sont des tomes assez fins. C'est seulement 3 chapitres, donc moins de 80 pages, donc c'est rapide. Bien qu'à cette époque, il y avait le double, voire le triple de dialogue par page, ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est pas difficile, j'ai encore le prix en francs sur la 4e de couve, hein. C'était 66 francs, si vous voulez tout savoir, mais très cher Geekonu. Le premier tome était sorti chez Édition USA en 97. Mon petit frère n'était même pas né, et la France n'avait pas encore gagné 3-0 en finale de la Coupe du Monde. Ce comics a été créé par Marc Silvestri, que j'adore, David Wall, Brian Aberlin et Michael Turner en 95 pour Topco. Alors Silvestri, il n'est pas souvent au scénar de cette série, même s'il en est à l'origine, et ça se sent. Avec l'arrivée de la nouvelle itération de Witchblade et de The Darkness, j'avais envie de relire l'ancienne ère. Dans mes souvenirs, c'était un peu plus stylé. Je vais pas faire long, on suit une flic new-yorkaise, Sarah Pezzini, qui est un peu paumée dans sa vie perso, mémère, et elle se retrouve liée à un artefact ancien et vivant, le Witchblade. En gros, ce machin choisit son humaine, s'il estime qu'elle en est digne, il lui donne ses pouvoirs plutôt darkos. Bon, ça la dessape assez souvent quand même, mais au moins elle peut se défendre face aux factions, aux créatures et aux organisations de type secte qui s'attaquent à elle pour récupérer son joujou. Joujou qui a sa propre volonté et qui n'a pas envie de la quitter, bien évidemment. Et à partir du tome 6, dans mon édition, apparaît The Darkness, une entité opposée au Witchblade, incarnée par Jackie Estacado. À partir de là, on sent que l'univers s'élargit et que les enjeux dépassent largement le simple destin de Sarah. Je reste plus attaché à The Darkness, justement, notamment pour le travail de Marc Silvestri, Garth Ennis et Joe Benitez, qui sont pas présents ici, et c'est bien dommage. Ça me donne envie d'en faire un épisode de Supplément Geek sur The Darkness, donc dites-moi si ça vous ferait plaisir, mes petits doudous d'amour, là. On est très clairement dans le comics des années 90, une période très décriée, mais qui fait partie de mes préférés. J'aime Darkness, j'aime Spawn, j'aime le Venom de cette époque, je vous conseille d'ailleurs, Maximum Carnage, la saga du clone et Crise d'identité, qui sont vraiment très très cool. Bref, Witchblade, c'est parfois très Nibarland, et soyons honnêtes, ça ne me déplaît pas. Mais j'aimerais que le récit avance un peu plus vite et soit plus intelligent. Ça reste agréable à regarder, et je sais que la suite gagne en intensité, même s'il y aura un petit creux juste après. Je crois que vers le tome 8 ou 9, ça reprend plutôt bien, avec même une apparition de Lara Croft quelque part là-dedans. Je vous dirai ça quand j'aurai terminé les 15 tomes. Et maintenant, les visionnages, et je commence avec Boulette Boulette, un animé original, dispo en ce moment sur Disney+, en France, et diffusé entre le 16 juillet et le 13 août 2025. Il n'y a qu'une saison, 12 épisodes, et c'est E&H Productions qui sont derrière l'animation. On est dans un futur post-apo, où la civilisation n'est plus totalement la même. En gros, il y a une ville, et tout autour, c'est le désert. Au milieu des décombres et des vestiges, il y a un petit gars, Gear, qui bosse à la récupération d'objets dans une sorte de casse immense. À ses côtés, un ours polaire qui parle, du nom de Kuma, un robot à multiples personnalités, et son tuteur, je mets des guillemets, Damper, qui l'a recueilli quand il était petit. Ensemble, ils font de la mécanique, et le rêve de Gear, je sais jamais si on doit dire Gear ou Gear, donc je vais dire Gear, c'est de se barrer de ce trou, sauf qu'il a du mal à quitter son mentor, le pauvre étant malade. Un beau jour, une jeune demoiselle, en détresse, évidemment, Noah, demande à Gear s'il peut remplir un contrat pour elle. Il va dire oui, voyant là un moyen de payer les médocs excessivement chers de Damper. Sauf que cette mission de cambriolage va l'amener plus loin que ce qu'il pensait. Très bonne surprise, je suis pas du tout fan de voitures, parce que là il y a quand même énormément de bagnoles. J'ai même pas le permis à presque 40 ans, et pourtant ça a fonctionné sur moi. L'univers rappelle un peu Mad Max, sans être dans la surenchère. On suit ce groupe de personnages embarqués dans des courses sous tension et des situations où chaque décision peut coûter cher. L'histoire n'est pas révolutionnaire, mais elle est claire, efficace et surtout portée par des personnages assez attachants, ce qui fait toute la différence. Ah, et je l'ai pas mentionné, mais Boulette, c'est le nom de la bagnole de Gear qu'il a retapé avec ses petites mimines. Il y a une fin, ouverte effectivement, mais une fin quand même. On peut penser qu'une suite est envisageable, on verra bien, en tout cas, c'était un bon moment, sans prise de tête. Et je vais finir avec la saison 2 de Kagewani, toujours sur Crunchyroll. Je crois qu'il n'y a pas un épisode où je les mentionne pas, les bougres. Alors que eux, ils me mentionnent jamais, wesh. C'est toujours To Movies
pour le studio et Tomoyuki Kurokawa à la réal. Ça reste efficace, il y a 2 ou 3 surprises très sympas, je vous remets le contexte si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, des monstres qui apparaissent, des victimes, un homme qui enquête, Sosuke Banda, et un scientifique qui veut en savoir plus sur ces événements. Banda ne finit pas au top dans la saison 1, sans trop en dire, et là il revient un petit peu changé, mais toujours avec l'envie d'en découdre envers les monstres. Il y a un peu plus de personnages, des complots, et les épisodes se suivent plus que dans la saison 1. C'est toujours surprenant comme design, c'est même pas très joli, mais ça marche je trouve, c'est cohérent avec ce que ça raconte, et finalement, j'ai vraiment bien aimé. Et le format d'épisode 7 minutes 50, c'est trop bien. Tu regardes une saison de la même manière que tu regarderais un film en gros, sauf que si tu veux, entre 2 épisodes, tu peux faire une pause sans que ce soit gênant. J'aime toujours l'ambiance, Banda est encore sympa à suivre, et les monstres c'est un truc qui m'attire. Je suis l'enfant bizarre du fond de la classe qui préfère les bestioles aux humains, c'est comme ça, faut vous y faire. Bon, je dois avouer que la fin arrive vite, et qu'elle est un petit peu redondante avec celle de la saison 1, même si là, on est sur une vraie conclusion. Ça reste ultra facile à regarder, surprenant visuellement, une bonne série B façon concept japonais, donc ça marche sur moi. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, quand ça me plaît pas, j'en parle pas, donc si c'est là, c'est que j'ai apprécié un tant soit peu ses œuvres. C'est pour ça que j'ai pas continué de vous raconter mon visionnage de la 3e saison de One Punch Man. Et cette semaine, la mention spéciale va à Boulette. C'est très sympa à regarder. La voiture, elle fait vroom vroom. Et le côté Mad Max animé avec des personnages complètement farfelus, ça m'a bien plu. Une saison, une fin, ça c'est toujours un plus. Je pourrais jamais rattraper One Piece par exemple. J'ai commencé, j'ai fait une centaine d'épisodes quand même, mais ça me fatigue. Là, 12 épisodes, c'est parfait. Et le coup de cœur, je pense que vous l'avez déjà deviné, ça va aller à la BD Le Serment, qui est un petit bijou. Je tiens à remercier Comixloot, Comixloot, sur Instagram, c'est une page que je suis, je vous mets le lien dans la description d'ailleurs, comme ça si vous voulez voir, allez-y, qui a partagé un post sur cette BD, et j'ai eu envie de la lire, ce que j'ai fait. Et franchement, c'était trop cool. Magnifique, tant sur le plan visuel que scénaristique. Une histoire qui mélange action, brigands et vampires reptiliens, dans les tons vert Matrix de nuit bien glaçants et jaune bien cracra, tout est en adéquation et fonctionne parfaitement. Demain on me dit que c'est adapté au cinoche, je dis oui de suite, tellement je vois les scènes défiler juste en lisant. Un super boulot de Gabella, Bourgoin et Mariol, que je vais conseiller à Tire-Larigot. Et voilà mes petits geekouniou, c'était ma semaine de lecture et visionnage. On se retrouve mercredi avec des clés qui n'ouvrent pas que des portes, et dimanche prochain pour un autre épisode de Supplément de Chill. Bisous les geekouniou et bon chill. Hasta la vista, baby.